Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire organisé par AgroSolutions sur la biodiversité et la CSRD, où on va prendre un petit temps d'échange pour échanger sur les méthodes et les outils destinés au secteur agricole et agroalimentaire. Voilà, donc, ce webinaire va durer 45 minutes au global, avec 30 minutes de présentation et 15 minutes d'échange et de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. On prendra un petit temps pour y répondre sur la fin. Et ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez y avoir recours par la suite sur notre chaîne YouTube et on vous l'enverra aussi par mail, vu que vous êtes inscrit. Donc, juste pour se présenter, moi je suis Alexandre Benoît, donc je travaille chez AgroSolutions depuis 5 ans en tant que consultant senior et référent biodiversité, où l'on accompagne des clients de l'amont et de l'aval agricole sur cette thématique de biodiversité. Et je laisse Paoula se présenter également. Paoula Miejmol, donc moi je travaille chez AgroSolutions également depuis 5 ans et j'accompagne les industries agroalimentaires dans la structuration de leur démarche de progrès, à la fois sur les sujets de décarbonation, mais également sur le maintien de la biodiversité et la réduction du recours aux produits de protection des plantes. Donc, juste avant de présenter le webinaire, juste pour présenter AgroSolutions, donc nous sommes un cabinet d'expertise et de conseil en agro-environnement, donc qui est filiale du groupe InVivo, qui fédère plus de 200 coopératives agricoles à l'échelle française et représentant plus de la moitié des agriculteurs en France. Donc, ce qui permet aussi d'avoir un lien privilégié avec le terrain et les solutions concrètes. Et nous sommes une équipe de quasiment 50 collaborateurs répartis dans plusieurs bureaux en France, donc principalement à Reims. AgroSolutions existe depuis plus de 45 ans et à l'origine, on a démarré en étant le centre technique agronomique du réseau des coopératives InVivo, où l'on travaille avec les services techniques des coopératives pour tester des nouvelles solutions et des nouvelles pratiques au champ. Et depuis le début des années 2010, on a élargi notre spectre à des sujets agro-environnementaux, donc des sujets liés au carbone, à l'eau, aux énergies et à la biodiversité. Ouais, donc sur la biodiversité, on est une équipe de 5 consultants dédiés à ces enjeux-là, où on accompagne nos différents clients, donc notamment à l'élaboration de feuilles de route stratégiques et adaptées au secteur agricole et agroalimentaire. Et sur le sujet de la biodiversité, il y a un lien fort qui est fait entre la biodiversité et l'innovation, puisque l'on a intégré dans de nombreux projets de recherche, donc notamment le CASDAR apprivoise qui a commencé en 2023, qui est mené en collaboration avec Arvalis, SMAG, l'ACTA et la coopérative SCARA dans l'Aube, où l'ambition est de définir un socle commun d'indicateurs biodiversité à l'échelle des exploitations. Et en parallèle de ça, on a un nouveau projet qui est arrivé, donc le projet Horizon Europe Biocapital, donc mené avec 17 partenaires européens, où l'ambition est d'évaluer différents mécanismes financiers en faveur de la biodiversité, mais aussi évaluer leur potentiel de déploiement en France, mais aussi au niveau européen. Au niveau, voilà, comme je vous dis, on travaille avec différents clients de l'amont et de l'aval sur ce sujet biodiversité et on réalise différentes actions avec nos clients. Donc, ça peut être des actions de formation. On considère que la formation est un vrai prérequis pour embarquer les équipes sur votre cheminement en biodiversité, donc à l'instar de ce qui a été fait sur le carbone, c'est-à-dire avoir un cadre commun, donc que ce soit au niveau des définitions, du contexte ou encore des premières solutions qui peuvent être déployées. Donc ça passe par des sensibilisations globales comme l'animation de fresques de la biodiversité. On peut aller plus loin en prenant en compte vos enjeux biodiversité dans votre propre chaîne de valeur et encore plus loin sur des formations plutôt techniques, cette fois-ci à destination des conseillers et des techniciens des coopératives et des négoces, où on va plutôt travailler sur la notion de biodiversité fonctionnelle à l'échelle de l'exploitation et de la parcelle. En parallèle de cette formation, on a un gros volet sur l'évaluation et la recommandation, où l'on propose plusieurs méthodes adaptées à vos enjeux et à votre maturité sur le volet biodiversité. Donc ça va de l'identification des impacts, dépendances, risques et opportunités qui va permettre entre autres de répondre à la CSRD, donc ça on le verra par la suite. On passe aussi par de la mesure de l'empreinte biodiversité, qui peut être considérée comme le cousin du bilan carbone, mais sur la biodiversité, et qui va donner une vision globale des impacts et de leur localisation dans la chaîne de valeur, et qui va vous permettre de prioriser des actions à mener sur des business units ou sur des localisations. Donc Paoula et moi, nous sommes formés à l'utilisation du GBS, donc le Global Biodiversity Score, donc un des outils de référence au niveau mondial pour réaliser ce type d'exercice.
Et finalement, on accompagne aussi les acteurs via le diagnostic de filières et de fournisseurs, donc adapté à votre chaîne d'approvisionnement, en s'appuyant sur notre connaissance du terrain des filières via la proposition d'indicateurs et de pratiques qui peuvent être suivis et intégrés dans des cahiers des charges, par exemple. Et finalement, on a un volet aussi expertise, où là, on suit la même logique que sur le carbone, où on est intégré dans des projets européens, comme vous l'avez précisé précédemment, et on réalise aussi beaucoup de décryptage technique et réglementaire sur ce volet biodiversité. On accompagne également plus largement nos clients sur notamment la thématique de la décarbonation. Donc dans la partie décarbonation, on intègre toute la partie des bilans carbone. On réalise donc l'empreinte carbone des différentes structures. On est référencé par la BPI pour donner accès notamment à des subventions et financer ces projets. On a notamment travaillé avec Axéréal, Derégal et Soufflet Agriculture, qui sont certains de nos clients sur ces sujets de bilan carbone. On accompagne également, allez, je te laisse juste continuer la slide. Merci. Sur la partie ACV et donc éco-conception, également référencée par la BPI, et puis plus largement sur la construction des stratégies de décarbonation en lien avec la CSRD, donc dans le mesure de l'empreinte carbone des matières premières, mais également sur tout le sujet des trajectoires SBTI, flag et non flag, où on cherche à construire des stratégies, enfin des trajectoires qui soient adaptées à la réalité et construire des plans d'action spécifiques pour l'amont agricole. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la CSRD, on va juste faire un petit rappel du contexte de pourquoi on parle de biodiversité aujourd'hui. Et ça vient du fait du constat qui a été fait par l'IPBES, donc qui est l'équivalent du GIEC, mais cette fois-ci sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui a dressé un premier rapport synthétique en 2019 sur l'état de la biodiversité au niveau mondial. Et juste pour vous rappeler quelques chiffres, on fait face quand même à une érosion de la biodiversité qui est assez massive, avec notamment la diminution de la santé des écosystèmes de près de 50%. On a quasiment un quart des espèces à l'échelle mondiale qui est menacée par au moins un risque d'extinction. Et dans le rapport de l'IPBES, les experts ont quand même montré que l'érosion de la biodiversité et des services écosystémiques contribue à l'augmentation de la vulnérabilité des activités humaines à différents aléas. Et dans ce rapport, il a aussi été mis en avant les 5 principales causes d'érosion de la biodiversité, qui sont classées dans l'ordre, par un ordre d'importance. Donc, on va retrouver tout ce qui est changement d'usage des sols, qui concerne principalement le secteur agricole, l'exploitation des ressources, le changement climatique, les pollutions et finalement les espèces exotiques envahissantes. Et pour répondre à cette érosion de la biodiversité, voilà, là c'est une figure du WWF qui a été publiée. Donc c'est pour montrer aussi l'importance de travailler à la fois sur des efforts de conservation, c'est-à-dire garder des zones protégées, des zones naturelles, mais aussi montrer qu'il y a quand même un besoin de travailler sur une amélioration de la production et de la consommation vers davantage de durabilité qui prennent en compte la biodiversité au sens large. Donc face à ce constat, on assiste aujourd'hui à une multiplication des cadres réglementaires sur le sujet biodiversité. Et notamment, ça a été mis en exergue dans la COP15 biodiversité, qui, peut-être vous le savez, a eu lieu en fin 2022, et qui a défini un nouveau cadre mondial pour la biodiversité avec l'inclusion de plusieurs cibles pour 2030, dont la cible 15 sur le reporting des entreprises sur les enjeux liés à la biodiversité. Donc, au niveau européen, cette cible a été reprise par la CSRD, donc la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui vient remplacer la DPEF et aussi élargir le nombre d'entreprises qui sont concernées. Au niveau européen, on a aussi d'autres cadres européens qui sont arrivés récemment et qui sont plutôt liés au Green Deal, donc par exemple le règlement SFDR, donc plutôt lié à la finance, la taxonomie verte ou encore le règlement européen sur la déforestation importée, donc qui va rentrer en vigueur sur fin 2024. Donc la réglementation française évolue également. Donc là, on va retrouver la réglementation liée à la loi zéro artificialisation nette, par exemple, ou encore l'article 29 de la loi énergie-climat pour les obligations de publication pour les investisseurs. Et plus récemment, on a retrouvé la stratégie nationale biodiversité 2030 qui a été publiée fin 2023 et qui donne une feuille de route stratégique à l'État français pour mener des actions pour limiter l'érosion de la biodiversité, mais aussi la restaurer. Donc cette stratégie nationale biodiversité s'appuie pas mal sur la stratégie européenne qui a été aussi définie sur la même période temporelle.
Et en parallèle de ces cadres réglementaires, il y a pas mal de cadres volontaires qui se structurent et qui prennent exemple aussi sur les retours d'expérience des cadres similaires qui existent déjà pour le climat. Et il y a quelques normes qui existaient avant 2020, donc notamment la norme GRI 304 qui va être révisée cette année. Et plus récemment, on a eu deux cadres d'importance qui ont émergé. Le premier, c'est la SBTN, donc Science Based Target Network, qui définit une méthode d'implication des entreprises dans votre cheminement biodiversité, mais aussi des trajectoires et des cibles de réduction de vos impacts, sur la biodiversité. Donc, la SBTN a notamment fourni un premier set de trajectoires en 2023 sur l'utilisation des terres et sur la gestion des eaux douces. Et en parallèle, le deuxième cadre qui a émergé, c'est la TNFD, donc Task Force on Nature-Related Financial Disclosures, qui est plutôt à destination des acteurs financiers, puisqu'elle a pour ambition d'inciter les entreprises à publier des informations et pour que les institutions financières puissent orienter leur financement vers des entreprises mieux-disantes sur le volet biodiversité et nature. Donc la TNFD a notamment développé la méthode LEAP, donc LEAP pour Locate, Evaluate, Assess and Prepare. Et la méthode LEAP a notamment été intégrée dans la CSRD, donc il y a des parallèles assez forts entre cadres réglementaires et volontaires. Donc à noter que ces cadres sont volontaires, ces derniers cadres, mais il n'y a pas d'obligation pour les entreprises de s'intégrer dans ces démarches, mais vous pouvez avoir des demandes de la part de vos parties prenantes, et notamment les financeurs, qui vont venir vous voir et vous demander des informations ou vous pousser progressivement à vous intégrer dans ces cadres-là pour répondre aux enjeux de biodiversité. Donc, si on fait un focus maintenant plus précisément donc, sur la CSRD, donc effectivement, la CSRD, elle remplace la NFRD, qui était déclinée dans le droit français par la déclaration de performance extra-financière. Et ce qui est assez novateur dans cette CSRD, c'est que ça va concerner un plus large nombre d'entreprises et que c'est basé sur l'analyse de double matérialité, ce qui est assez nouveau. On va rentrer un peu plus dans le détail juste après. On vous a remis ici les principes, le calendrier de déploiement. Donc, les entreprises qui étaient déjà concernées par cette déclaration de performance extra-financière, elles devront publier leur premier rapport de durabilité sur l'exercice 2024, donc dès 2025. Et on aura ensuite des entreprises nouvellement concernées. Donc, ce seraient des entreprises qui répondraient à 2 des 3 seuils qu'on a précisés là. Donc, plus de 250 collaborateurs, plus de 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions de bilan. Et ensuite, plus tardivement, on va intégrer les PME cotées en bourse et puis les entreprises étrangères qui disposent d'une filiale européenne. À noter juste un point spécifique sur la partie biodiversité. Effectivement, on a une dérogation qui est possible donc en année 1 et 2 pour les entreprises de plus de 750 salariés sur la partie reporting liée à la biodiversité, donc la thématique ESRS 4. Un point spécifique pour les coopératives agricoles, notamment liées aux dates de clôture qui sont différées de 6 mois. Donc, pour les entreprises qui étaient déjà concernées par cette déclaration de performance extra-financière, pas de modification. Donc, si vous avez une clôture au 31 décembre, donc une publication au premier semestre 2025. Si vous avez une clôture plutôt au 30 juin, donc publication à la fin de votre campagne 2024 et à la fin 2025, juin. Pour les entreprises, les coopératives qui seraient nouvellement concernées, donc vous commencez à publier si votre clôture est au 31 décembre, début 2026, et si votre clôture est au 30 juin, sur l'exercice fin 2026. Maintenant, je vais vous parler plus précisément donc cet exercice d'analyse de double matérialité qui est spécifique à la CSRD. Là, on vous propose une lecture de cet exercice appliqué à la biodiversité, mais la même logique pourrait être déployée sur d'autres thématiques. Donc, effectivement, on considère que les activités de l'entreprise, elles exercent des pressions, donc les 5 grandes pressions dont vous a parlé Alexandre tout à l'heure, liées au changement d'usage des sols, à l'exploitation des ressources, au changement climatique, aux pollutions et aux espèces exotiques envahissantes. Et ces pressions vont impacter la biodiversité. On parle ici du coup de matérialité de l'impact actuel ou potentiel. Donc, c'est l'impact de l'entreprise sur les pressions, sur l'environnement. La biodiversité, on considère qu'elle fournit des services écosystémiques. On vous en a remis certains, notamment la photosynthèse, la régulation des cycles naturels, la pollinisation. Et ces services écosystémiques, les activités de l'entreprise dépendent de ces services écosystémiques. On parle ici du coup de matérialité financière.
donc de l'impact qu'aurait une dérégulation, une modification du changement climatique sur les activités de l'entreprise. Donc, chacune des entreprises va devoir réaliser cet exercice de double matérialité pour évaluer si sur quels enjeux ils ont un impact matériel. Je vais juste passer sur la slide suivante, Alexandre. Donc, effectivement, la CSRD, elle est structurée avec 2 normes transversales. Donc, vous avez obligation de reporter sur ces 2 normes liées aux principes généraux et puis aux informations générales. Et on a ensuite des normes thématiques avec notamment, Alex, je te laisse passer. Pardon. Sur la partie, donc 10 normes thématiques sur la partie environnementale, donc avec le changement climatique, les pollutions, l'eau et les ressources marines, la biodiversité et puis l'utilisation des ressources et l'économie circulaire, les thématiques sociales et les thématiques de la gouvernance. On va faire ici un focus sur la partie l'ERS E4, biodiversité et écosystème. Un point important, c'est que la biodiversité, elle a forcément une thématique une norme qui lui est propre, mais elle est intégrée de manière indirecte sur les ESRS E1, E2 et E3, où on va quand même évaluer son impact. Et il y aura également des normes sectorielles qui sont en cours de développement, qui préciseront les normes par secteur d'activité. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail sur la norme ESRS E4, sur la biodiversité et les écosystèmes, globalement, elle est organisée en 3 gros piliers ou panels d'exigences. Donc, le premier pilier va plutôt porter sur tout ce qui est gouvernance et stratégie, où là, il va plutôt être demandé aux entreprises de publier comment elles prennent en compte la biodiversité dans leur stratégie et dans le business model de leurs activités. Et ça implique aussi de publier et d'évaluer la résilience de leurs activités vis-à-vis des risques liés à la biodiversité. Le deuxième gros panel porte plutôt sur la gestion des impacts, risques et opportunités, donc à travers les politiques, c'est-à-dire on va évaluer si votre entreprise a inclus l'enjeu biodiversité au service écosystémique dans une stratégie dédiée, ou ça peut être dans une stratégie plus globale, plutôt environnementale. Et sur le secteur agricole, il est aussi demandé aux acteurs de dire si elles ont défini ou pas une politique liée à l'utilisation des terres et une politique liée à la déforestation. Le deuxième point de reporting global va porter aussi sur les actions et les ressources. Donc là, l'évaluation portera plutôt sur la correspondance entre les actions qui vont être mises en place et votre politique. C'est-à-dire, est-ce que vous avez les moyens suffisants pour répondre à vos objectifs liés à la politique, en termes de ressources humaines, en ressources financières également, et en termes de méthodologie. Et au niveau des actions, vous devez aussi indiquer où elles s'intègrent dans la séquence ERRC. Donc ERRC, c'est pour éviter, réduire, régénérer et compenser. L'objectif étant d'aller le moins possible sur de la compensation. Et si vous avez recours à de la compensation, vous devez indiquer dans le cadre de la CSRD si vous allez sur ce dispositif-là ou pas. Et le dernier gros pilier de cette norme ESRS E4 porte plutôt sur les objectifs en matière de biodiversité, où là, il vous est plutôt demandé de faire le lien avec des références scientifiques. Ça peut être notamment des limites planétaires, ou encore des liens avec des cadres réglementaires. Donc, ça peut être la COP15 biodiversité et l'accord de Kunming-Montréal, la stratégie européenne biodiversité, et toujours indiquer où se situent vos objectifs par rapport à la séquence ERRC. Au niveau des métriques, on va les détailler par la suite dans une slide spécifique. Et finalement, il est aussi demandé aux entreprises d'évaluer les effets financiers potentiels des impacts, dépendances, risques et opportunités liés à la biodiversité. Donc, à noter que cette ESRS E4 comprend à peu près 120 points de données qui peuvent être demandés, et il y a à peu près la moitié des points de données qui sont obligatoires. Donc, c'est la norme qui présente en pourcentage le point de données obligatoire le plus faible par rapport aux autres normes environnementales. Par exemple, sur le SRS E1 sur le changement climatique, il y a 93% des points de données qui sont cette fois-ci obligatoires. Donc, sur la biodiversité, ça vient du fait que souvent, on a des approches spécifiques selon les secteurs d'activité. Et c'est pour cela que les normes sectorielles qui vont arriver au plus tard en 2026 vont permettre d'affiner un peu les points de données adaptés au secteur d'activité des différentes entreprises. Au niveau de la norme, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que l'on doit prendre ou non la chaîne de valeur dans son reporting? Et c'est une question qui est assez importante pour le secteur agricole et agroalimentaire,
puisque souvent les impacts et les dépendances des activités sont localisés sur l'amont de la chaîne de valeur. Donc là, par exemple, on a pris l'exemple d'une coopérative qui réalise uniquement de la collecte et de la revente de matières premières, donc sans transformation. Et dans cet exemple-là, par exemple, la CSRD oblige à prendre en compte la chaîne de valeur pour tout ce qui est analyse de double matérialité et sur tout ce qui est définition des politiques, actions et des objectifs qui sont liés. Donc ça implique de prendre en compte les fournisseurs, donc à minima le fournisseur de tiers 1, et c'est beaucoup mieux si vous arrivez à remonter le plus haut possible dans la chaîne d'approvisionnement, selon la complexité de la chaîne d'approvisionnement. Et ça implique aussi de prendre en compte vos clients dans les discussions. Donc tout l'enjeu de prendre en compte la chaîne de valeur, c'est d'adresser, comme j'ai dit, les impacts et dépendances qui sont souvent localisés, mais aussi instaurer un cadre pour améliorer la traçabilité des flux de matières premières et des produits dans la chaîne de valeur. Concernant les indicateurs obligatoires ne couvrent que les opérations directes, puisque souvent, les indicateurs sont assez dépendants du secteur, voire du sous-secteur, comme on l'a précisé précédemment. Par contre, rien ne vous empêche d'aller plus loin et de définir des indicateurs, cette fois-ci sur la chaîne de valeur, donc notamment sur l'amont agricole, ce qui va vous permettre de suivre et de piloter votre stratégie biodiversité. Donc, que vous soyez une coopérative, ça sera plutôt au niveau de la collecte et au niveau de l'accompagnement de vos adhérents. Et si vous êtes un industriel agroalimentaire, ça va plutôt concerner votre propre sourcing. Donc, nous, on préconise sur ces indicateurs d'avoir plutôt une approche pragmatique. De toute façon, vous devrez répondre aux indicateurs obligatoires, mais sur les indicateurs optionnels, vous pouvez moduler votre choix d'indicateurs selon différents paramètres. Ça peut être la complexité de la chaîne de valeur, ça peut être les sphères d'influence. Est-ce que vous avez une influence jusqu'au fournisseur de tiers 2, par exemple, ou ça s'arrête uniquement au fournisseur de tiers 1? Les données qui sont disponibles, par exemple, il y a pas mal de cahiers des charges qui sont déjà déployés, des démarches de progrès, qui collectent déjà des données, ou encore des bilans carbone. Il y a pas mal de données qui existent déjà. Et si l'on en vient maintenant aux indicateurs et aux méthodes liées à l'ESRSE 4, donc comme je vous l'ai dit, les indicateurs obligatoires portent sur les opérations directes et ces indicateurs concernent le nombre et la surface des sites gérés par l'entreprise qui sont situés dans ou à proximité d'une zone sensible pour la biodiversité et dont les activités de l'entreprise ont un impact négatif sur cette propre zone. Donc quand on parle de zones sensibles, ça peut être des zones protégées, comme des zones Natura 2000, des zones soumises à un arrêté de protection du biotope, des parcs naturels régionaux, nationaux. Et le fait d'aller localiser ces sites va vous permettre derrière de prioriser les sites où vous allez mettre en place des actions ou des mesures d'atténuation, donc toujours faire le lien avec la séquence ERRC comme précisé au préalable. Donc là, au niveau des outils qui peuvent être déployés, il y a par exemple la base de données Key Biodiversity Areas qui est disponible en ligne. Là, vous pouvez aller identifier à la main les sites qui sont présents. Et il y a également l'outil iBat qui permet de faire de la cartographie de votre propre site et de la localisation par rapport aux zones protégées. Au niveau des sites, il y a des indicateurs optionnels aussi qui sont proposés. Donc cette fois-ci sur la gestion et l'intégration paysagère de vos sites dans le paysage. Donc, ça va concerner tout ce qui est comptage des surfaces imperméabilisées. Ça peut être les modes de gestion, si par exemple vous avez mis en place de l'éco-pâturage sur vos sites ou encore de la gestion différenciée. Et finalement, l'intégration de vos sites dans le paysage. Donc, par exemple, si vous avez planté une haie à proximité de votre site pour reconnecter votre site avec un habitat particulier, donc tout ce qui est connexion aux trames vertes et bleues, par exemple. Comme autre indicateur, on retrouve des indicateurs cette fois-ci en lien avec le changement d'usage des terres et ou des eaux douces. Donc, si vous contribuez directement à ce changement d'usage des terres, donc là, il y a plusieurs métriques et d'indicateurs qui sont proposés. Donc, ça peut être des métriques en lien avec la conversion des terres, ça peut être l'évolution des systèmes de culture. On va y revenir par la suite avec quelques petits exemples, ou encore la connectivité à l'échelle du paysage. Et finalement, en autres indicateurs qui sont cette fois-ci volontaires, on va retrouver des indicateurs liés à la gestion du risque lié aux espèces exotiques envahissantes, à des suivis d'espèces, donc à l'état des espèces particulières, où vous allez pouvoir faire des suivis écologiques de population, ou juste évaluer le risque d'extinction de certaines espèces qui sont présentes à proximité ou dans vos sites, et le lien avec vos propres activités de l'entreprise. Et finalement, on va retrouver des indicateurs, cette fois-ci en lien avec la surface, l'étendue et la santé des écosystèmes,
où là, vous pouvez, il y a différentes méthodes qui existent. Vous pouvez suivre, par exemple, un panel d'espèces représentatives de vos écosystèmes. Donc, par exemple, pour des milieux agricoles, ça peut être un indicateur lié à des oiseaux agricoles. Généralement, c'est un assez bon indicateur, puisque les oiseaux sont situés dans la chaîne, haut dans la chaîne alimentaire. Et il y a des données de référence qui existent, donc par exemple les données du Muséum d'histoire naturelle. En termes d'autres méthodes qui peuvent être déployées, on peut utiliser cette fois-ci des outils. Donc, par exemple, il y a le Biodiversity Risk Filter qui permet de donner une première approche de cette santé des écosystèmes, ou encore utiliser l'outil Global Biodiversity Score qui permet de coupler la notion de surface des écosystèmes et de santé des écosystèmes via des modèles qui vont prendre en compte vos activités en France ou dans d'autres pays plus globalement. Donc, on va faire deux petits cas pratiques. Donc, le premier cas pratique va concerner cette fois-ci une coopérative agricole. Et le premier point va concerner la localisation des sites de la coopérative par rapport aux zones sensibles pour la biodiversité. Donc là, généralement, on préconise en premier lieu de recenser les différents sites en termes de localisation, en termes de type d'activités qui sont présentes, et aussi si les sites dépendent aussi d'autres réglementations. Donc, par exemple, pour tout ce qui est silos de collecte, les entrepôts et les plateformes liées au stockage d'appro, donc tout ce qui est intrants agricoles, généralement, voilà, ça répond à la réglementation ICPE, et vous pouvez aussi rajouter les sites comme des bureaux dans votre recensement. Donc, une fois que vous avez cette liste établie, vous pouvez localiser vos sites par rapport aux zones sensibles. Donc, par exemple, en utilisant l'outil IBAT, qui va permettre de donner le nombre de zones protégées, le nombre de zones sensibles à proximité, donc selon différentes échelles. Et par la suite, ce qui est demandé dans la CSRD, c'est quand même d'évaluer si vos sites ont des impacts sur les zones sensibles. Donc là, il y a plusieurs méthodes qui existent. Ce qui est surtout important, c'est de décrire la méthode utilisée pour justifier pourquoi certains de vos sites ont été écartés. Donc là, par exemple, dans les méthodes, vous pouvez appliquer une méthode sectorielle où chaque site est rattaché à un secteur d'activité, voire un sous-secteur d'activité. Vous pouvez utiliser un outil disponible en ligne, par exemple l'outil Encore, qui va permettre d'identifier les principaux impacts négatifs de vos activités sur la biodiversité. Ça reste quelque chose d'assez global, en tout cas. Et en parallèle, vous pouvez utiliser des méthodes liées aux pressions. Donc, par exemple, lister les activités présentes sur chacun de vos sites et évaluer l'impact des activités sur les 5 pressions de l'IPBES qu'on vous a présentées précédemment, plus des pressions supplémentaires. Donc, par exemple, on peut prendre en compte le bruit qui peut être généré par les activités. Donc, derrière, ça va vous permettre de sortir l'indicateur final. Donc, ça va être le nombre de sites et la surface de sites qui présentent un impact négatif sur les zones sensibles pour la biodiversité. Deuxième petit exemple pour les coopératives agricoles. Donc, cette fois-ci, par exemple, sur les métriques liées au changement d'usage des terres, où là, par exemple, vous avez mis en place un programme de plantation de haies chez vos adhérents. Vous prenez en charge le coût de plantation des haies par la coopérative. Et en fait, directement, vous contribuez à l'amélioration de la connectivité écologique et de la complexité aussi du paysage. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez valoriser dans le cadre de la CSRD. Et en termes d'indicateurs possibles, vous pouvez simplement communiquer le linéaire de haies qui sont plantées. Ou si vous allez plus loin, vous êtes accompagné par un cabinet écologique, calculer les indices de connectivité écologique et montrer l'amélioration de ces indices dans le temps. Et le deuxième exemple, donc cette fois-ci pour un industriel agroalimentaire, donc on reste toujours sur le cadre des métriques liées au changement d'usage des terres. Donc c'est une exigence optionnelle puisque on contribue indirectement via la chaîne de valeur amont. Donc là, par exemple, l'industriel peut décider de suivre des indicateurs qui vont être liés à la déforestation, donc en priorisant des matières premières. Donc, on peut préconiser, par exemple, de suivre les matières premières qui sont définies dans le règlement européen sur la déforestation importée, donc comme le café, le cacao, le soja ou encore l'huile de palme. Et en termes de mesures, suivre à minima le règlement européen. Ça, de toute façon, vous n'y échapperez pas. Et en parallèle, vous pouvez aussi aller plus loin et suivre aussi d'autres matières premières. Donc là, par exemple, vous pouvez suivre la liste fournie par la SBTN, qui va inclure par exemple le maïs ou le blé au niveau mondial, et coupler ces matières premières avec leur localisation. Si les matières premières viennent d'un pays à risque élevé de déforestation,
et aussi couplé avec d'autres informations. Donc, par exemple, voilà, est-ce que vous connaissez votre chaîne d'approvisionnement, jusqu'où vous pouvez remonter? Et ça va derrière vous permettre d'établir le dialogue aussi avec vos fournisseurs pour demander des garanties sur l'origine de ces matières premières et surtout si ces matières premières viennent de parcelles qui sont non issues de déforestation. Donc derrière, en termes d'indicateurs, vous pouvez avoir des indicateurs plutôt surfaciques en termes de surface déforestée ou en pourcentage de matières premières qui ne sont pas issues de la déforestation. Et en parallèle de ça, vous pouvez aussi suivre des indicateurs qui sont peut-être plus adaptés au contexte franco-français, puisque voilà, on n'a pas de déforestation directe en France. Mais par exemple, suivre l'évolution des systèmes de culture liés aux matières premières. Donc, comme dans l'exemple précédent, vous pouvez prioriser vos matières premières selon les volumes, les filières existantes et aussi l'impact des matières premières sur la biodiversité. Et ça va vous permettre notamment de valoriser, par exemple, les cahiers des charges qui existent déjà, qui intègrent déjà un axe biodiversité fort, ou de nouveaux cahiers des charges que vous allez souhaiter développer. Et ce qui est aussi important, c'est d'évaluer l'impact du cahier des charges ou des pratiques sur la biodiversité. Voilà, faut le justifier. Vous ne pouvez pas juste dire j'ai mis en place mon cahier des charges et du coup il est favorable pour la biodiversité. Il faut au moins faire un petit travail de dire c'est quand même favorable sur les oiseaux agricoles parce que vous avez ramené des couverts, vous avez planté des haies, pareil, c'est favorable pour les oiseaux par exemple. Donc là, en termes d'indicateurs possibles, voilà, vous pouvez aussi communiquer sur des pourcentages de matières premières issues de cahiers des charges spécifiques, voire de la culture régénératrice à plus grande échelle. Et pour conclure hein, cette lecture de la CSRD et de la biodiversité, donc chez AgroSolutions, on conseille les acteurs agricoles et agroalimentaires à ne pas considérer la CSRD comme une contrainte réglementaire supplémentaire, mais c'est plutôt une opportunité à saisir pour que chacun progresse sur le volet biodiversité. Certaines entreprises sont plus matures que d'autres. Et on ne l'a pas encore dit, mais le secteur agricole et agroalimentaire, c'est un des secteurs les plus dépendants à la biodiversité et aux services écosystémiques. Donc, de toute façon, il faudra y travailler au bout d'un moment. Et plus concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous engager dans un cheminement biodiversité? Donc, comme on l'a dit en introduction, un des prérequis, c'est la formation. Justement, l'objectif, c'est de ne pas former que le conseil d'administration ou l'équipe RSE, mais former plus largement vos équipes pour qu'elles s'impliquent dans le sujet. Vous pouvez aussi faire le bilan d'où vous en êtes sur la thématique biodiversité, en lien avec les impacts et dépendances de vos activités, les actions que vous avez déjà menées. Souvent, vous avez déjà fait des choses, même localement. Et voilà, ça peut être valorisable et ça peut servir de point d'entrée, en tout cas, à un élargissement de votre stratégie. Et ça va vous permettre derrière de vous lancer. L'important, c'est de vous lancer aussi par la suite. Et ça va passer par une phase de priorisation pour adresser les plus gros enjeux, donc que ce soit des business units, des localisations, ou encore sélectionner des méthodes ou des outils. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Il n'y aura pas de métrique unique sur la biodiversité comme sur le changement climatique. Donc, il y aura un accolement d'indicateurs et d'outils, ça c'est certain. Et aussi en termes de cadre, prévoir un cadre un peu ambitieux pour ne pas se limiter uniquement à ces opérations directes, mais aussi au moins intégrer la chaîne de valeur. Peut-être y aller progressivement aussi en termes de timing. Et par la suite, vous allez pouvoir mesurer des indicateurs. Donc, en premier lieu, aussi calculer des valeurs de référence, collecter les données, les analyser et aussi suivre un plan de suivi de la mesure et des cibles par rapport à la valeur de référence. Et finalement, vous allez pouvoir passer à l'action. Donc, partir sur une stratégie biodiversité ou l'approfondir si vous en avez déjà une et faire le lien avec les actions qui sont cadrées et bornées. Donc, ça peut être par rapport au cadre ERRC, comme précédemment indiqué, et surtout fixer des objectifs SMART à vos actions mises en place. À noter que le volet biodiversité ne doit pas être considéré seul, hein, puisque comme on l'a vu dans les pressions, il y a quand même des liens forts entre biodiversité et changement climatique, voire entre biodiversité et eau, la thématique eau. Donc là, l'intérêt, c'est quand même de considérer cette thématique plus globalement avec les autres enjeux environnementaux. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi vous engager dans des initiatives. Donc, ça peut être des initiatives globales, comme la SBTN, où vous allez travailler sur des trajectoires de réduction, ou ça peut être des initiatives locales, où vous allez avoir un partenariat, par exemple, avec des ONG pour mettre en place des mesures spécifiques vis-à-vis de pollinisateurs, vis-à-vis d'oiseaux, à l'échelle de parcelles agricoles. Donc, l'important, là, c'est vraiment d'échanger et de communiquer sur des retours d'expérience pour faire
évoluer l'ensemble de la chaîne de valeur et de vos parties prenantes. Voilà, donc on en a fini avec notre présentation. Je vais voir s'il y a des questions dans le chat. Je ne sais pas si Paola, il y en a déjà un peu. Il y a juste une question relative effectivement, on ne va pas forcément transmettre le PPT en tant que tel. Par contre, vous aurez accès au replay si besoin de revenir sur une des slides que l'on a présentées. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mentionner. Sinon, on est dispo. N'hésitez pas à nous contacter à l'issue du webinaire sur des questions plus spécifiques à vos entreprises. S'il n'y a pas de questions complémentaires, on clôture. N'hésitez pas, en tout cas, on reste à votre dispo et puis on vous transmet le lien de replay de la conférence. Merci beaucoup et puis bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.